va utiliser après différents algorithmes compression et un algorithme de compression binaire, Vertipack, pour ceux qui connaissent, hein, c'est l'algorithme utilisé par Microsoft pour d'autres fonctionnalités. Et on va pouvoir optionnellement utiliser une compression archive disponible depuis 2014 si vous voulez compresser encore plus vos données, mais au prix d'une certaine utilisation CPU, bien évidemment. Le tout va être compressé et stocké dans des large binary objects sous SQL Server, donc c'est des segments qu'on va stocker sur disque, et c'est avec ces segments-là qu'on va travailler, qui vont être récupérés du disque à la mémoire lorsque vous exécutez une requête. D'accord? À partir de 2014, et c'était le gros problème de 2012, cette structure-là était relativement statique, on ne pouvait pas la mettre à jour. À partir de 2014, c'est le cas. Microsoft, qu'est-ce qu'a fait Microsoft pour ça? Il a simplement ajouté une structure flexible à cette structure statique qu'on appelle Delta Store. Donc c'est cette structure-là qui va absorber toutes les activités de mise à jour. Donc c'est une structure raw store classique que vous connaissez avec les index et les tables sous SQL Server. Une fois que ces données-là ont été absorbées par la structure, elles vont être bougées de la structure, excusez-moi, je reviens, la structure Delta Store à la structure Column Store de manière asynchrone via le tuple mover. C'est un processus asynchrone qui permet de récupérer les activités de mise à jour et qui les compresse dans des groupes de lignes, dans la structure statique, pour que ça soit beaucoup plus efficace pour vos requêtes de reporting. Ensuite, vous avez les optimisations CPU par le batch mode. Donc c'est quelque chose qu'on va beaucoup entendre parler quand vous faites du column store. Alors l'idée du batch mode, elle est relativement simple, c'est de dire, je vais finalement traiter une grosse quantité de données, donc pourquoi pas utiliser ces données dans des vecteurs de données, sous forme de colonnes, puisqu'on stocke à la colonne, et à ces vecteurs de données, on va leur appliquer des instructions qui leur sont spécifiques, les fameuses instructions SIMD, Single Instruction for Multiple Data. Donc globalement, c'est des instructions qui sont optimisées pour traiter rapidement des gros volumes de données. L'idée c'est ça, c'est de réduire l'empreinte CPU avec des volumes de données beaucoup plus gros par rapport à des environnements OLTP. Alors, cette session-là ne se veut pas une session Column Store Deep Dive, donc je ne vais pas forcément rentrer dans toutes les mises à jour, les improvements que vous avez avec le Column Store, les améliorations. Ce qu'on voulait vous montrer ici, c'est simplement que depuis 2012 jusqu'à 2016, il y a énormément de chemin qui a été fait. On est à la troisième itération de cette fonctionnalité. On est parti d'une fonction relativement basique en 2012. Vous avez un format columnar, un batch mode, et les non-cluster column store index qui sont en lecture seule. On a pas mal de restrictions de schéma, pas de support de foreign key, primary key, etc. Pas mal de contraintes au niveau de l'utilisation du batch mode, au niveau des opérateurs, au niveau de la façon d'écrire les requêtes. Et jusqu'à 2016, où finalement, là, toutes ces contraintes-là ont été levées. On a eu pas mal d'améliorations de performance, pas mal d'ajouts de fonctionnalités dans tout ce qui est gestion, dans tout ce qui est diagnostic, et support avec d'autres fonctionnalités. Par exemple, avec Always On, on va pouvoir utiliser les column store avec Always On sur les réplicas en lecture seule, parce que maintenant, les column store index supportent le niveau d'isolation snapshot isolation. D'accord. On a pas mal d'améliorations sur les diagnostics avec des nouvelles DMV, des nouveaux événements étendus qui sont arrivés. La maintenance, on n'a plus besoin forcément pour supprimer la fragmentation, de reconstruire complètement un index, mais il suffit de faire un reorganize. Il y a tout un tas de choses comme ça qui sont arrivées, où on a levé les restrictions, où finalement on arrive maintenant à une fonctionnalité relativement mature pour être utilisée dans des environnements qu'on verra tout à l'heure. On reviendra là-dessus après, je vais vous faire une démo par rapport à ça. Alors l'idée de la première démo, c'est de vous montrer un petit peu les améliorations qu'on a au niveau des column store index dans les environnements de type data warehouse. Donc la première cible des column store index. Oui, je crois que c'est là. Oui, c'est là.
que ce soit en termes de chargement ou d'interrogation de données. Donc simplement pour vous mettre le contexte, hop, voilà. Un coup de zoomer, ce sera pas de mal. Bon, j'ai une table de faits. J'utilise la base de données Contoso de Microsoft, bon, pour ceux qui connaissent, avec une table de faits où j'ai pas mal de données et les deux dimensions qui leur sont relatives, le store, les magasins, les produits, les clients, etc. D'accord? Donc quelque chose relativement, un modèle relativement connu. Ensuite, ah oui, j'ai pas fait ça. Je n'initialise pas comme il faut. Je finis d'initialiser mon environnement. Ok. D'accord. Donc première chose que je voulais vous montrer, c'était les améliorations en termes de stockage. Effectivement, les column store index, si vous en doutiez, au niveau optimisation de stockage, vous pouvez voir qu'avec un index cluster classique, on est à 2 gigas de données pour à peu près 20 millions de lignes ici. Et on passe avec un cluster column store index à 265 MB de données. Donc relativement intéressant. D'accord. Sur ma table de faits, comme vous pouvez le voir, j'ai le support de mes contraintes, primary key, foreign key et unique constraint. Ici, j'ai simplement mis des clés étrangères. Donc j'ai pu créer mon index column store sans aucun problème, avec les contraintes activées. Bien entendu, dans les environnements Data Warehouse, c'est souvent que je travaille avec les partitions. Donc les column store index, on peut travailler avec les partitions et des index column store. C'est tout à fait faisable et je le recommande d'ailleurs, pour pouvoir bénéficier de pas mal de choses, de fonctionnalités parallèles, par exemple l'insertion des données dans les delta stores en parallèle, la maintenance de vos index à la partition, etc., la maintenance de vos statistiques et tout ce qui va bien avec. Donc vous voyez que là, effectivement, ma table, elle est partitionnée. Comme vous pouvez voir ici, j'ai 11 partitions avec certaines partitions de 2007 à 2012 ont été remplies avec un certain nombre de lignes et j'ai des partitions qui sont vides pour le moment. D'accord? Avec un index column store. Compression, la méthode de compression column store. Et enfin, quelque chose qui est arrivé avec 2016, je crois qu'il y a le dernier service pack de 2014, il me semble, à vérifier, c'est que vous avez des vues système relativement, enfin des vues système, des DMV relativement intéressantes, les DMDB Column Store Regroup Physical Stats par exemple, qui ressemblent un petit peu à la DMDB Index Physical Stats pour les DBA qui connaissent bien, cette vue, cette DMV est relativement intéressante pour me donner des informations sur l'utilisation de mes column store. C'est ce que je vais faire ici. Alors, les informations intéressantes, j'ai une ligne, j'ai un regroupe, un groupe de lignes par ligne. Donc, j'ai bien un regroupe parce qu'il est compressé. Si j'étais pas en compresse, ça serait un delta store. À savoir qu'en 2016, les delta store n'utilisent pas la méthode de compression page par défaut. Parce que Microsoft s'est aperçu que finalement, utiliser de la compression à ce niveau-là posait plus de problèmes que d'avantages. Et ici, on peut voir ici pourquoi un regroupe a été compressé. Donc le notring ici, c'est parce qu'on est arrivé au fameux chiffre, un peu plus d'1 million, c'est un peu plus d'1 million qui permet de créer automatiquement un regroupe. D'accord. Et ce qui a permis à l'origine de créer le regroupe, c'est tout simplement parce que j'ai construit mon index. Donc je suis parti de la construction de mon index. Maintenant, en termes d'ajout de données, alors, vous avez deux méthodes principales dans les environnements de données quand vous utilisez les partitions. C'est le switch de partition, c'est fait pour, c'est rapide, c'est du switch de métadonnées. Donc là, j'ai deux tables, j'ai 3 tables de staging que j'ai préparées avec le même schéma, un column store créé, les foreign keys, etc. Et que je veux pouvoir tout simplement switcher. Voilà, je switch mes partitions dans mon column store, ça fonctionne sans aucun problème. Maintenant, vous avez la deuxième méthode. Vous n'êtes pas aligné avec votre partition. Là, je suis à l'année, mais par contre, vous avez les données, vous recevez vos données toutes les 2 semaines, tous les 6 mois, etc. Et vous voulez vous devez les charger. Vous n'allez pas pouvoir opérer avec du switch partition parce que vous n'allez pas remplir toute une partition et switcher.
Donc, vous allez forcément faire de l'insertion de données dans votre column store. Alors, la nouveauté avec SQL Server 2016, c'est la possibilité d'insérer en parallèle dans un index column store. Donc, bien sûr, je vais devoir désactiver mes contraintes de clé étrangère, parce que sinon, à chaque insertion de ligne, je vais devoir vérifier. Donc, je vais inhiber la parallélisation. Maintenant, si je veux, là, je vais insérer mes 6 premiers mois. Normalement, oui, c'est à peu près ça. Donc, vous voyez qu'ici, la nouveauté, la nouveauté, c'est rien parce que je n'ai pas mis l'insert. Donc, forcément, ça risque pas d'être nouveau. Voilà. C'est effectivement ça. Ici, on a la possibilité d'insérer en parallèle, chose qu'on n'avait pas avant. Pourquoi j'ai fait un order by key? Tout simplement pour essayer d'optimiser l'élimination de segments, qui est importante quand vous allez vouloir retrouver vos données. Donc, si j'insère mes données là-dedans, là j'étais à 50 secondes quand j'étais pas dans un processus parallèle. Donc, quand j'utilisais l'ancienne méthode, j'étais à peu près à 50 secondes. Là, je suis à 5 secondes. Donc, c'est relativement efficace. Et si je regarde ici au niveau de ma vue de statistiques, vous voyez qu'ici, ça m'a créé 4 groupes. Alors, attendez. Alors, c'est ici la partition 10. Ça m'a créé 4 groupes compressés. Vous voyez que le nombre de lignes, il n'a pas forcément atteint les 1 million et quelques. Pourquoi? Tout simplement parce que finalement, j'étais en mode bulk load. Bulk load, ça veut dire que j'ai inséré directement dans des segments, dans des groupes de lignes compressés, dans des segments compressés au lieu d'utiliser le delta store. C'est pour ça que je suis efficace ici. Enfin, juste des optimisations au niveau lecture. Alors, il y en a tout un tas. Bon, celle que je trouve intéressante, c'est surtout la possibilité d'utiliser dans des requêtes plusieurs counts distincts. Par exemple, dans cette requête-là, je vais récupérer, alors la requête, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va récupérer le nombre distinct de magasins et de produits et la quantité réellement vendue par continent et par année. Okay, si je faisais ça avec 2014 ou avec un index cluster classique, j'avais à peu près le même temps, je suis à peu près à 1 minute 47. Si je fais ça avec 2016, pour le même intervalle de temps, hein, donc de 2006 à 2010, donc je récupère 4 ans de données, je suis à 2 secondes. Alors pourquoi je suis à 2 secondes? Tout simplement parce qu'effectivement, le double count distinct, il est complètement géré par les fameux hash match qui sont là. Et autre petite chose qui est arrivée avec 2016 et qui est relativement efficace, c'est ça. Ce qu'on n'avait pas avant, c'est le nombre de segments lus et le nombre de segments que vous avez qui ont été exclus du prédicat. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Donc voilà, ça c'était en termes d'optimisation, enfin quelques optimisations qu'on a avec 2016, pardon. Maintenant, je vais passer à une nouvelle tendance. À partir de 2016, vous avez certainement entendu parler de ce qu'on appelle l'operational analytics ou l'analyse opérationnelle. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est la capacité à exécuter vos requêtes d'analyse directement sur les bases de données OLTP, sans transformation de données, sans quelconque transformation. Donc, vous pouvez par exemple plugger directement votre environnement BI ou votre analysis services sur votre base de données OLTP. Alors vous allez utiliser peut-être du direct query, peut-être du rollup, etc. D'où on parlera bien mieux que moi après. Par contre, effectivement, c'est pour faire de ce qu'on appellera de la BI toute simple. Donc c'est de l'analyse opérationnelle. Donc si vous avez besoin de faire des calculs complexes, vous n'allez pas pouvoir utiliser ça. Si vous avez besoin d'interroger des données multisources, si vous avez besoin de faire de la transformation de données, si vos données ne sont pas propres à l'origine, c'est clair que vous ne rentrerez pas dans ce scénario-là. Par contre, sur des besoins opérationnels de base, primaires, qu'on ne pouvait pas faire avant, où on déchargeait l'activité sur d'autres serveurs grâce à des copies de données, on va pouvoir directement se plugger sur les tables opérationnelles. Alors, comment on va faire ça? L'idée, elle est toute simple, c'est d'utiliser encore une fois les column store index, mais qui cette fois ont été designés spécialement pour ce type d'activité. On va utiliser les non-cluster column store index
qu'on peut mettre à jour à partir de 2016. Avant, ils étaient statiques et en read-only. Donc, on va pouvoir les brancher soit sur des disques, enfin des tables sur disques classiques que vous connaissez, soit sur des tables in-memory. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de définir quelles vont être mes données d'archives, et mes données actives. Une fois que j'ai défini ça, je vais pouvoir créer un non-clustered column store index sur mes données d'archives. Donc, cet index-là va tout simplement, c'est lui qui va gérer la partie reporting sur les données dans le passé. Et la partie, ce qu'on appelle hot, la partie active, sera gérée par les index, soit par le column store index avec le delta store, soit si vous définissez un index non-cluster column store avec un filtre, vous allez pouvoir dire la partie active, c'est ma structure sous-jacente, soit ma table directement, soit un index non-clustered directement qui va gérer tout ça, soit sur mes tables in-memory, ça sera directement mes index hash ou mon index range en fonction de ce que j'aurai mis. D'accord? L'idée, c'est à peu près ça, c'est de définir les archives, la partie archive, la partie active, et de créer les index au bon endroit. Donc très rapidement, une petite démo sur ce contexte-là. Je vais fermer ça et puis je laisserai la place à Dung. Donc là, on se retrouve dans un environnement purement OLTP avec un AdventureWorks, avec ma base, ma table Big Transaction History, pour ceux qui connaissent. Donc j'ai mis un certain nombre de données dedans. C'est elle qui va enregistrer mes archives de transactions avec des relations relativement connues, produit, sous-catégorie, catégorie, personne, store, etc. Donc ça, c'est relativement connu. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? C'est premièrement définir un index colon store, non-cluster colon store index, avec un filtre ici. Mes données d'archives seront définies avec ce prédicat-là. Donc en fait, c'est les données d'il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, ou de la semaine dernière. Et je l'ai déjà créé, j'ai déjà préparé, et je vais pouvoir redéfinir mon index non-cluster classique que j'avais avant, avec un filtre, et qui va simplement gérer la partie active de mes données. Je le recrée avec cette définition-là. Donc ici, vous voyez que j'ai 130 millions de lignes dans ma table. Sans la compression, j'étais à 11 Go. Avec la compression, je suis à peu près à 2 Go. Avec l'index non-cluster colon store. Alors bien sûr, l'index, c'est une duplication de mes données. Donc j'ai 2 Go supplémentaires dans ce cas-là. On est bien d'accord. Une fois que j'ai fait ça, simplement pour faire la synthèse, donc j'aurai un index non-clustered classique pour gérer l'activité de mes données actives et mon index non-clustered colon store avec ce filtre-là qui viendra gérer mes données d'archives. Maintenant, si je passe à mes requêtes, alors, vous pouvez voir que celle-là, cette requête-là, donc c'est une requête qui va me permettre d'aller récupérer, pareil, c'est à peu près la même requête, le nombre de distincts de clients et de produits. Après j'ai des calculs un petit peu sur la moyenne de ventes par client et par produit, c'est pas par customer ici, peu importe. Je fais ça sur un intervalle de date, 2009 à 2015, d'accord? Donc si je fais ça avec un index classique, j'étais à peu près ici à quelque chose comme, donc c'était à 300 secondes, donc à 5 minutes. Si je fais la même chose avec un index colon store, non-clustered colon store, je devrais être beaucoup plus rapide. À peu près à 5 secondes. Bon, après, pas de mystère, c'est normal, j'utilise ici un index colon store pour aller chercher mes données dans le passé. Donc je gère mes données dans le passé, ici. Et j'utilise tout ce qui va bien avec ça, le fameux batch mode. Et l'ensemble de mon plan d'exécution, à part récupérer les données dans mes autres tables, se finit en batch mode. Même l'opération de tri est supportée en batch mode à partir de 2016. Donc voilà, je vais juste faire une dernière requête ici.
C'est une requête en fait qui vient comparer le passé et le présent. Donc je vais par exemple récupérer pour le trimestre courant, pour mes ventes, je voudrais récupérer le nombre d'opérations et les quantités vendues. Donc je récupère ce que j'ai fait aujourd'hui et je compare ça à mes 2 années précédentes pour voir si j'ai besoin de réajuster mes stocks par exemple. Donc si je fais ça avec ma requête, avec une requête, un index classique, je suis à peu près à 8 secondes. Si je suis avec un index column store, je suis à l'ordre de la milliseconde. Bon, ce qui est intéressant surtout, c'est de voir comment SQL Server gère ça. Bah, effectivement, mes données dans le passé sont directement récupérées depuis mon index column store. Mes données dans le présent par mon index non cluster classique. Je concatène l'ensemble du résultat et je restitue. D'accord? Donc voilà. Là, j'en ai fini pour les démos. Donc, je vous ai à peu près expliqué les mécanismes de bas niveau pour les infrastructures modernes BI. Et je laisse la place à Dung pour le reste. Merci David. Remarquable le speed qu'il a fait. Voilà, je vais reprendre la main dessus. Et puis, une bonne question qu'on peut se demander, je suis DBA, en quoi est-ce que ça me concerne? Je suis analyste, en quoi est-ce que ça me concerne? Ça vous concerne à tous les niveaux. Et puis la version courte de ce que je vais raconter, c'est en fonction de vos types de données. Et si vous avez la version Enterprise, tout à gagner, ça veut dire entre 3x et 100x au niveau performance. Maintenant, si vous ne me croyez pas, on va aller un petit peu plus loin. Juste un slide de marketing. Depuis l'an dernier, fin de l'an dernier à peu près, on bénéficie d'une position enviable auprès de tous les analystes. Donc on est leader au niveau de la business intelligence aussi bien qu'au niveau des bases de données. La raison de cette progression fulgurante s'appelle Power BI. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Il y a d'autres sessions qui sont dédiées à ça. Et d'habitude, pour parler de Power BI en détail, il me faut environ 150 à 180 minutes. Et là, il me reste 27. Donc, juste pour dire que Power BI, c'est un produit qui est très très cool et je vais tout de suite passer à une démo d'introduction. Voilà, typiquement, ça c'est ce que vous pouvez obtenir à partir de Power BI. Power BI, d'un point de vue de l'utilisateur, est composé essentiellement de 2 éléments visuels. Ce que vous avez sous les yeux, c'est ce qu'on appelle le dashboard ou le tableau de bord. Et le tableau de bord, dans cette définition, est en fait un écran de résumé, si vous voulez, qui va pointer sur les différents rapports. Et cet écran-là, vous pouvez l'organiser de différentes manières. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un dashboard de marketing et organisé par campagne ici, par les sites web, email, etc. Et lorsque vous cliquez sur un élément, ça va vous amener sur le rapport en question. Voilà, donc ça c'est le rapport analyse de campagne. Si je clique, je reviens dans l'état initial. Je peux aussi aller voir dans les analyses des sites web avec les sentiments et puis les choses comme ça. Ce même site, en ne touchant absolument à rien, je peux simplement télécharger une petite application qui marche sur Windows Phone bien sûr, mais aussi sur iOS, Android, iPhone, iPad, tablette Android, etc. Et ça respecte totalement le facteur de forme des différents dispositifs mobiles. Et puisque on est entre amis dans le pass, je vais vous dévoiler une autre démo que vous pouvez utiliser probablement en tant qu'arme absolue contre le département ou pour le département le plus vénéré de votre société, à savoir les ressources humaines. Donc, vous voyez ici que
on arrive très très facilement à mesurer les ressources humaines. Alors s'ils sont gentils avec vous, vous pouvez leur montrer celui-ci qui montre leur performance au niveau de l'engagement. Et s'ils sont méchants avec vous, ben, vous pouvez montrer celui-ci qui montre que ouais, voilà, il y a quand même pas mal de déchets au niveau de l'engagement. Est-ce que, ouais, donc j'ai fini avec la démo rapide de Power BI. Maintenant, je vais attaquer le vif du sujet. Avant ça, juste encore un mot. Power BI, d'un point de vue de l'exploitation, est constitué de deux composants. Le Power BI Desktop sert à créer ou modifier les rapports, et le Power BI Service est un service totalement hébergé dans le cloud qui sert au rendu des rapports et des analyses. Maintenant, comment ça fonctionne à l'intérieur? Ça, c'est la partie Power BI Service. Il est entièrement hébergé dans le cloud et il est essentiellement composé de deux éléments. Ici, vous avez la partie frontale web, c'est du ASP.NET, donc il sert au rendu des résultats des analyses qui se font dans cette partie qu'on appelle le back-end. Et essentiellement, dans cette partie, vous avez un SQL Database dans Azure qui sert à stocker les métadonnées. Et vous avez ici une partie blob qui contient en fait le moteur Vertipack qui est le même que dans SQL Server Analysis Service mode tabulaire et ou Excel Power Pivot. Un autre élément qui est intéressant, c'est l'intégration avec l'Active Directory au niveau de Azure et le service de Gateway. Un petit peu plus d'explications dans la prochaine page. On a vu précédemment ce qui se passe à l'intérieur du service Power BI. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à l'extérieur du service? Vous pouvez vous connecter directement avec votre browser dessus, bien entendu. Il a déjà son moteur Vertipack, donc il est suffisant à lui-même, jusqu'à hauteur des limitations de ce moteur. Aujourd'hui, c'est 10 gigas. Si vous avez besoin d'analyser plus de données, il n'y a aucun problème. Vous pouvez connecter n'importe quelle, je dirais pas n'importe quelle base de données, mais beaucoup de types de bases de données différentes et en fait, en quelque sorte, décharger le stockage et aussi le traitement aux bases de données extérieures. Et on va regarder un petit peu comment ça se passe. Maintenant, si on revient un petit peu en arrière, on peut regarder ce qui se passe au niveau du traitement dans un ensemble d'analyses traditionnellement. Vous avez vos trucs de ETL, les bases de données internes, tout ça, vous le mettez dans un data warehouse, un entrepôt de données. Ensuite, par-dessus cet entrepôt de données, vous allez construire votre sous-système d'analyse. Ça peut être du multidimensionnel en MOLAP ou vous pouvez poser aussi le tabulaire maintenant qui ressemble à du ROLAP. Et finalement, vous allez pouvoir visualiser vos analyses avec une partie frontale. Pour le moment, ce n'est pas spécifique, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus, y compris du Excel. Maintenant, vous avez deux étapes de traitement. Donc, des latences au niveau des données et pas exactement agile. L'idée, c'est que le traitement des données, en fait, lorsque la partie frontale pose une question, le traitement se fait ici. Avec l'avènement des nouvelles technologies comme le Column Store que vous avez vu précédemment, une bonne question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on peut pousser le traitement dans l'entrepôt de données, dans votre data warehouse, et dans ce cas-là, la couche intermédiaire ne fera que de la traduction, puisque en supposant qu'ici vous ayez du Excel ou du Power BI ou quelque chose, vous avez un langage qui s'appelle le DAX, qui est optimisé pour l'analyse, alors que dans le
Data Warehouse, vous avez le TSQL traditionnel. Et si vous faites ça, il y a déjà, disons, un début de réduction de la complexité puisque la couche intermédiaire n'a plus besoin de stocker les données. Les données se trouvent toujours dans la base de données relationnelle. Et si on part dans un degré un peu supérieur, si on veut, on peut parfaitement imaginer une association entre le Power BI en partie frontale et directement un SQL Database dans Azure qui, par ailleurs, est pratiquement une copie conforme du SQL Server. Actuellement, c'est la V12. Il supporte le Column Store, il supporte plein de trucs. Et donc, dans ce cas de figure, vous avez un ensemble qui est efficace et très facile à construire et pas de maintenance. Juste encore un petit mot. Si vous souhaitez, vous avez la possibilité de connecter le Power BI dans vos bases de données, vers vos bases de données ou vos services d'analyse qui sont intramuraux en utilisant un truc qu'on appelle On-Premises Data Gateway. Tout simplement, il va router les requêtes dans les deux sens vers les stockages de données, que ce soit une base de données ou autre chose, qui se trouve à l'intérieur de vos murs. Juste un petit détail ici, tout le transport des données se fait via le port 443, donc HTTPS. Par contre, il y a un besoin d'ouvrir 6 ports, je crois, oui, 7 ports, mais en sortie seulement. Là, il faut négocier un petit peu avec vos collègues du réseau. Normalement, ça ne pose aucun problème de sécurité, mais il faut juste attirer leur attention sur ce fait. Maintenant, je vais vous faire une démo de la connectivité telle que ça a été décrit. Mais avant ça, je voudrais juste préciser un petit peu les conditions expérimentales de cette démo qui sont un peu étranges. Voilà. La partie frontale que vous allez voir surtout se trouve à Genève en Suisse. Maintenant, à partir de cette partie frontale, je vais faire un clic comme vous avez vu précédemment. Et le clic, il va arriver en fait dans un service Power BI spécial, très entre guillemets, c'est le même service, hein, pour les employés Microsoft, tout simplement spécial parce qu'il se trouve au Texas, aux USA. Et donc, lorsque je fais une requête en mode Direct Query, en fait, Power BI Service, il n'a aucune idée, il n'a pas les données. Les données se trouvent dans la base de données. Et la base de données que je vais utiliser se trouve à Genève en Suisse. Et donc, il va demander à la base de données, qu'est-ce qu'il me veut là, la base de données. Il va lui retourner les résultats de la requête qui va être affiché ici et qui sera visualisé de nouveau en Suisse. Donc, on traverse 4 fois l'Atlantique. Il y a juste cette partie-là, le retour des données, qui est un petit peu chargé. Le reste, c'est du browsing normal. Mais n'empêche que c'est quand même un peu particulier comme condition. J'espère que ça ne va pas arriver chez vous. Voilà. Donc, je vais partir sur ma démo qui est ici. Je vais utiliser la même base de données que David. Sauf que la mienne, elle est d'origine. David arrête pas d'insérer des trucs dedans et vous voyez ici que j'ai que 12 millions de lignes. Maintenant, si je clique sur n'importe quel objet, en fait, là, je filtre les résultats affichés en fonction des caméras. Donc, j'ai plus qu'un 1,6 million sur 12 millions. Cette démo-ci, présentement, c'est une démo native, à savoir que on utilise le stockage et le moteur Vertipack qui est natif à Power BI, donc il n'y a pas d'exploitation de base de données externe. C'est juste
juste pour situer un petit peu le contexte et puis que vous puissiez voir un petit peu au niveau des performances comment ça réagit. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de Gateway. Gateway, je vous ai montré brièvement et théoriquement comment ça fonctionne. En pratique, c'est beaucoup plus simple en fait. Je vais vous montrer des gateways qui sont installés. Ceux-là, ils sont utilisés par les démos. Celui-ci, il est sur mon laptop que j'utilise présentement. Pour rajouter une source de données, on clique dans Data Source, on lui donne un nom, on choisit un type de données, de serveur de données, puis ensuite, il n'y a plus que remplir le nom du serveur, le nom de la base de données, la méthode d'authentification, et hop, vous êtes prêt à fournir les réponses. Une fois que cela est fait, je vais vous montrer un certain nombre de cas de figure. Le cas de figure traditionnel qui reste un cas de figure qui est extrêmement valable puisque vous allez disposer de toutes les fonctionnalités. Ça consiste à connecter le Power BI sur le SSAS, lui-même alimenté par le Data Warehouse. Maintenant, je vais faire la même opération et vous voyez que le temps de réponse, c'est relativement similaire, ce qui n'est pas du tout étonnant. Maintenant, je vais passer sur un deuxième cas de figure où le Power BI va utiliser le Direct Query, donc il va pousser ces requêtes en DAX, les traduire en SQL et les pousser dans SQL Server. Avant d'aller plus loin, je vais juste démarrer mon profilaire et je vais faire la même opération. Je clique, j'espère que je n'ai pas utilisé cette barre. Je reviens en arrière et voilà, ok, c'est bon. Je dis que j'espère que je n'ai pas utilisé cette barre. Je vais vous donner une petite explication quand même. C'est que Power BI gère un cache local et je ne me rappelle jamais sur quelle barre j'ai cliqué. Donc si les données sont déjà en local, ça ne compte pas au niveau de la mesure de performance. Maintenant, si je retourne dans le SQL Profiler, vous voyez bien que la requête a été transmise au SQL et la requête est composée de plusieurs parties. Donc le DAX a été traduit en langage SQL que voici. Qu'est-ce qu'on peut dire encore là-dessus? Je pense que c'est déjà tout. Donc je rappelle que c'est du Power BI qui génère du DAX qui est traduit en TSQL, qui va requêter un SQL Server qui est en Suisse, qui va retourner la quantité de lignes, à savoir, je ne me rappelle déjà plus combien, ça doit être 1 million sur 12 millions, au Power BI Service qui se trouve à Houston, Texas. D'ailleurs, je vais vous le montrer ici. Voilà, donc les données sont au Texas, USA. Maintenant, je vais partir un petit peu plus loin et je vais changer de crèmerie comme David et je vais vendre des vélos à la place d'appareils de photo, mais l'idée est le même. J'utilise le Adventure Work qui va attaquer directement SQL database dans Azure. Les résultats sont tout à fait comparables. Voilà, donc on peut cliquer n'importe où et puis le temps de réponse est de l'ordre de la seconde. Je voulais vous montrer juste ça. Si je ne me trompe pas, voilà. Donc ça c'est le Power BI Desktop. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on est en mode Direct Query, qu'on peut voir ici, tout en bas. OK. On peut changer de mode de fonctionnement en import ou en Direct Query. On ne va pas le toucher. En Direct Query, ça veut dire, je vous rappelle, les données restent sur le serveur de données qui est un serveur SQL normal. Maintenant, il est quand même possible, si vous le souhaitez, de créer ici
une colonne calculée. Donc, j'ai dû prendre l'AdventureWorks parce qu'il lui manque un truc, il lui manque la marge donc, que j'ai calculé ici. C'est le prix de vente moins le prix de revient. Et puis, il y a aussi ceci qui est ce qu'on appelle une mesure que j'ai dû créer pour en fait calculer les sous-totaux pour faire la taille des bulles ici. Donc vous pouvez voir que même si les données sont stockées ailleurs, il y a quand même un certain nombre de possibilités d'action à l'intérieur de Power BI. En résumé, vous allez pouvoir utiliser une architecture simple et traditionnelle. Dans un premier temps, avec Power BI en direct query sur du SQL Database. Ça, c'est vraiment la configuration la plus simple possible avec un certain nombre de restrictions. Sinon, vous pouvez aussi faire une configuration classique traditionnelle Power BI sur du SSAS, sur du Data Warehouse. Vous pouvez aussi faire une configuration hybride, comme je vous ai montré, Power BI, via le Data Gateway dans une base de données intramurale. Et grâce au Column Store ou SSAS, vous allez avoir des performances qui sont quand même très intéressantes. Comme vous avez pu voir, les temps de réponse, c'est de l'ordre de la seconde, même si j'ai fait étalage de tout ce qu'il ne faut pas faire au niveau de l'analyse, à savoir que je sors pratiquement la totalité des données pour une représentation historique. Les limitations, il y a. En mode direct query, il y a un certain nombre de limitations. On est toujours en train de travailler dessus, histoire d'étendre un petit peu plus loin. La limitation la plus sévère, c'est probablement le fait qu'on ne peut utiliser qu'une seule et unique base de données. Sinon, au niveau de la traduction du DAX vers du SQL, il y a par exemple un certain nombre de choses temporelles qui sont difficiles à faire en SQL, donc qui n'est pas supporté. Les choses du genre last for week, year to day, c'est beaucoup plus simple de le faire avec du DAX sur du SSAS. L'autre limitation aujourd'hui, c'est que le SSAS n'est pas encore un PaaS, Platform as a Service, mais ça va venir très bientôt. Voilà. Pour une fois, on a réussi à terminer à l'heure. Il nous reste 5 minutes pour des questions. Donc, n'hésitez pas à écrire les questions dans la petite fenêtre prévue à cet effet. On m'entend là? Je sais pas. Oui, monsieur. Ah, d'accord, ok. Donc, je crois qu'il y avait une question de Carole. Je vais peut-être donner la réponse pour tout le monde, ça peut être pas mal. En fait, Carole qui me demandait de préciser quelles étaient les colonnes incluses dans la démo où j'ai créé un index non cluster column store index. Alors le choix des colonnes, effectivement il est important, sans forcément rentrer dans le détail, et il doit forcément répondre aux besoins des requêtes de reporting. Ça c'est évident. Que ce soit les colonnes à retrouver ou utiliser dans les calculs, ou pour les prédicats, pour l'élimination de segments. Alors ça c'est important parce que si les colonnes sont pas, on choisit pas les bonnes colonnes, l'optimiseur, d'après les premiers clients que j'ai vus, le column store index il n'est pas utilisé, alors qu'il le devrait. S'il manque une colonne, ben, l'optimiseur est assez intelligent pour dire ben non, ça sera beaucoup trop coûteux. Donc j'utilise l'index non cluster classique ou cluster. L'ordre aussi est important pour l'élimination de segments. Je ne l'ai pas précisé dans la démo parce qu'on n'avait pas le temps, mais l'ordre semble être important.
Ok, très bien. Ben, je pense qu'on est arrivé au bout du séminaire. Je souhaite féliciter tout particulièrement David qui a sauté d'une session à une autre avec un context switch assez fabuleux. Donc voilà. Rien, bon, c'est un peu en retard, donc je m'excuse encore, mais du coup, Non, non, j'ai mais réussi à switcher. J'ai réussi à switcher. c'est l'organisation qui va en tenir compte pour les prochaines éditions, hein, qu'on espère pour ces 24 heures. Voilà. Donc, je vous rappelle que cette session a été